Alors, la Fondation fait partie du réseau des fondations communautaires, des Community Foundations. Il y a plus de 200 fondations comme nous au Canada qui couvrent plus de 90% du territoire canadien. Il y a des fondations du même type dans plus de 60 pays. Là, en France, on les qualifie de fondations territoriales, puisque c'est leur distinction par rapport aux fondations traditionnelles qui sont souvent basées sur une cause. Alors, c'est une distinction importante, dans le fond, de notre fondation. Elle est basée sur un territoire et donc ouverte à toutes les causes que les donateurs qui souhaitent créer des fonds veulent soutenir dans leur œuvre philanthropique. Donc, la mission de la Fondation, c'est très, très large. C'est le bien-être de la communauté du territoire sur laquelle la Fondation agit. Donc, la Fondation du Grand Montréal agit sur essentiellement le territoire du Grand Montréal. Alors, nous, on encourage les citoyens, les organismes, les familles à créer des fonds. C'est très, très simple comme processus. Avec un premier don de 1 000 $, un individu, une famille peut créer un fonds philanthropique. Donc, notre première mission, c'est de rendre accessible la création d'un fonds qui est pratiquement l'équivalent d'une fondation. Donc, pour tous les citoyens qui ont une cause qui leur tient à cœur, ils peuvent profiter des bénéfices que leur offre une fondation, c'est-à-dire avoir un statut d'organisme de bienfaisance, recevoir des dons. On peut gérer leurs actifs, on émet les reçus de charité. Alors, ce service-là, en échange, nous, on perçoit une tarification de 1%. Donc, pour peu de frais, mais tous les citoyens qui ont une cause à cœur peuvent se créer un fonds et bénéficier des avantages d'une fondation en tant que telle. Alors, la Fondation soutient énormément de causes. La Fondation actuellement compte 650 fonds qui vont du soutien aux institutions démocratiques, à la santé, à l'itinérance, à la pauvreté, l'écologie, etc. Et la Fondation elle-même bénéficie d'un certain montant de subventions que des donateurs lui attribuent en laissant la Fondation distribuer les revenus de leurs fonds. Alors, périodiquement, la Fondation publie ce qui s'appelle les signes vitaux de notre territoire. Donc, pour saisir ce qui va pas sur notre territoire, et ça nous permet de faire un diagnostic et de déceler les faiblesses, que ce soit dans le développement social, l'éducation, l'environnement de notre territoire et d'identifier des enjeux, des priorités d'intervention pour notre fondation. Alors, pour la Fondation a 20 ans en 2020, on a donc publié le 9 juin dernier les signes vitaux du Grand Montréal, qui était un peu un survol des 20 dernières années du Grand Montréal par rapport au progrès ou au peu de progrès au regard des objectifs de développement durable identifiés par l'ONU en 2015. Donc, on a publié le portrait qui a été lancé à la Chambre de commerce du Grand Montréal et c'est un portrait, je pense, qui est intéressant. Ça trace une courbe d'histoire et aussi ça cerne des enjeux. Donc, à partir de ces enjeux-là, la Fondation va identifier des priorités d'intervention comme on l'a fait en 2017 et auparavant. Donc, globalement, la Fondation, oui, soutient les besoins immédiats de la communauté, mais est aussi préoccupée par des interventions plus stratégiques dans la communauté. Donc, des interventions
qui vont soutenir une meilleure structuration des milieux, qui va soutenir des innovations pour que l'ensemble de la santé de la communauté s'améliore. Donc, en gros, c'est le portrait, je dirais, global de notre fondation. Ça a eu, je vous dirais, plusieurs impacts. Le premier, pour nous, ça a été la prise de conscience de l'urgence. Que là, on traversait une crise qui touchait toute la communauté, non pas un secteur en particulier, mais pas seulement une crise économique, mais c'est une crise sanitaire qui a provoqué une crise à tous les niveaux. Et pour nous, on a senti une urgence d'y être engagé, d'intervenir. Alors, on a décidé rapidement de créer un fonds, le fonds fonds collectif COVID-19, et d'inviter les mécènes et les fondations privées familiales à contribuer à ce fonds-là et d'y participer, non seulement sous le mode d'un don, mais sous le mode de la gestion même du fonds. Alors, c'est pour ça qu'on avait baptisé notre fonds, Fonds collectif COVID-19. Et dans les faits, il y a environ une dizaine de fondations privées qui ont contribué au fonds, des mécènes, et on le fait en partenariat avec d'autres organisations qui avaient créé aussi des fonds pour travailler ensemble. Donc, on a collaboré très étroitement avec Centraide et la Croix-Rouge. Donc, ils étaient présents sur notre comité d'orientation du fonds. Alors, pour nous, on ne voulait pas agir tout seul et c'est une façon générale que la Fondation a d'intervenir. Nous, on considère qu'agir tout seul, ça n'a aucun impact. Et tout ce qu'on fait, on veut agir avec les partenaires donc concernés. Donc, ce fonds-là reflétait aussi notre façon d'agir et ça nous a permis de recueillir un peu plus d'1,7 million et de distribuer jusqu'à maintenant 1,2 million, à la fois pour des besoins immédiats et à la fois pour des projets plus stratégiques. Parce qu'on s'est aperçu qu'au cours de cette crise-là, oui, il y avait un immense besoin de services essentiels, de repas, de services de santé mentale, etc., etc. Mais aussi, il y avait comme une reconfiguration dans certains cas des organismes et des alliances entre les organismes et des besoins qui étaient présents mais qui n'avaient pas été mis à jour. Et je parle de tout le virage numérique qui est en train de se faire dans le milieu des organismes sans but lucratif. Ça a vraiment été un moment, et c'est toujours un grand moment de virage actuellement à tous les niveaux. Alors, donc, notre fonds avait deux volets. Et entre-temps, le gouvernement fédéral a annoncé un fonds d'urgence d'aide à la communauté. Et notre réseau, tout comme le réseau de Centraide et le réseau de la Croix-Rouge, s'est vu donner la responsabilité de distribuer les montants attribués à ce fonds-là. Donc, nous, dans le Grand Montréal, on a pu bénéficier d'une portion importante là, de 7,2 millions. Qu'on est en train de distribuer sur l'île de Montréal, sur toute la Montérégie et sur Laval et la Couronne-Nord en réservant des enveloppes pour chacun des trois territoires. Donc, pour la première fois, la Fondation a vraiment gelé des enveloppes en fonction d'une approche populationnelle. Parce qu'on sait que Montréal est vraiment super actif comme organisme communautaire. Laval et la Rive-Nord un peu moins, Rive-Sud un peu moins aussi. Alors, pour nous, il y avait une obligation de distribution équitable de cette enveloppe. Et donc, ça nous a amené à rencontrer les maires, les préfets, les élus, pour les sensibiliser à l'importance que toute la communauté puisse profiter des montants disponibles. Et on parle de montants disponibles jusqu'à 75 000 $. Donc,
c'est substantiel. Et je mentionne les villes parce que les villes sont des récipiendaires possibles, tout comme donataires reconnus à l'Agence de revenus du Canada. Alors, on a été vraiment plongé dans le soutien comme jamais à la communauté. On parle de distribution de un peu plus de 8,5 millions de dollars en l'espace de 2 mois et demi. Alors, c'est important. Et pour nous, donc, on a mis sur pied une petite machine pour évaluer tous les projets des 2 fonds, parce que c'est ça l'enjeu, dans le fond, quand on a lancé l'appel de projet, pour nous, il devenait important de lancer une machine qui soit efficace, rapide et simple. Donc, ça signifie que notre formulaire est très simple et que la reddition de compte a été simplifiée aussi. Donc, il y a vraiment eu des efforts par rapport à nos manières traditionnelles de fonctionner pour simplifier la bureaucratie en guillemets, mais aussi nous rendre quand même capables de rendre des comptes sur l'utilisation de ces fonds-là aux instances publiques. Alors, c'est un défi d'équilibre parce que nous faut montrer qu'on est équitable dans les choix des projets. Il nous faut avoir une documentation comme quoi les projets ont eu lieu, ont eu un impact, tout en n'exigeant pas des organismes des redditions de comptes. Et on sait très bien que les ressources humaines sont limitées. Alors, donc, on s'est vraiment plongé, la COVID-19 nous a fait plonger dans je vous dirais, les problématiques de cette crise-là globale. Sur les organismes, plusieurs n'étaient vraiment pas prêts. Puis je dirais, à l'image peut-être aussi de la société. Hein, c'est pas, je dirais, les organismes, c'est pas un défaut particulier. Je pense que tout le monde a été pris de court par la situation. Il y a un certain nombre d'organismes qui ont fermé leurs portes pendant un certain temps. D'autres les ont fermés à moitié parce que là, tout le monde a dû improviser, s'adapter ou ne pas être capable de s'adapter. Le milieu de la culture a été particulièrement frappé par sa particularité aussi. Là, donc, et pour nous, quand je parle des milieux, c'est des milieux du développement social, de la culture, du milieu de l'environnement, de la santé. Je parle globalement parce que nous, on s'adresse à l'ensemble de ces milieux-là. Et alors, c'est sûr que le milieu de la culture a été le plus éprouvé jusqu'à maintenant, là, du point de vue des activités. Pour les autres milieux, ça a été une épreuve d'adaptation et une épreuve aussi d'acquérir les technologies pour être capable de fonctionner parce que la pandémie a rendu obligatoire la communication numérique. Donc, et c'est tout le monde, c'est pas juste le milieu communautaire, c'est toutes les entreprises qui ont continué de fonctionner, c'est l'État. Et là, tout le monde s'est mis en acquisition d'équipements, de logiciels, d'apprentissage rapide, de fonctionnement chaotique, jusqu'à avoir une certaine efficacité. Alors, je pense qu'il y a eu toute une adaptation énorme, parfois avec des résistances, parfois avec, enfin, oui, c'était essentiel qu'on y arrive. Ça, je pense que ça a été un élément majeur, ce virage-là numérique qu'on a vu autant dans des organismes qui s'occupent de santé mentale, autant dans les centres jeunesse pour permettre aux jeunes de communiquer, autant dans les centres de personnes âgées, autant dans les organismes de sécurité alimentaire. Alors, à tous les niveaux, c'est devenu un impératif et non pas un appendice qui accompagnait la gestion de leur vie, qui était juste
en relation avec une gestion financière ou d'équipement, c'est devenu le moyen de communication unique pratiquement qui pouvait être opérationnel. Alors, ça, c'est un élément très important. Je dirais l'autre élément, c'est ce que je disais tantôt, le milieu, dans des milieux sont aperçus quand même des failles dans l'organisation, que ce soit de la sécurité alimentaire, que ce soit au niveau de la santé, qu'il fallait repenser la façon de livrer les services à la communauté, de travailler davantage ensemble, de faire des réseaux, d'avoir des plateformes, non pas uniquement des équipements pour l'organisme, mais d'avoir des plateformes numériques de communication avec l'ensemble de la clientèle. Alors, il y a comme eu une structuration de services, mais aussi une structuration numérique. Ça a dépassé les besoins de base. Alors, et c'est toujours en cours. Les projets qu'on reçoit, c'est encore sur ces éléments-là qu'on s'aperçoit. Alors, on parle juste au niveau de l'éducation, toute la question du contact avec les enfants, de la poursuite de l'apprentissage scolaire. Je pense que les écoles ont été démunies complètement dans plusieurs cas. Alors, c'est un immense rattrapage, dans le fond, que la COVID est en train de provoquer à plusieurs niveaux. Alors, il va falloir, pour nous, là, c'est important parce que c'est quelque chose qui va changer la dynamique, qui a changé la dynamique de travail des organismes de plusieurs secteurs. Pour nous, c'est certain qu'il nous fallait assurer la continuité intégrale de tous les services. Donc, pour nous, il n'était pas question de dire on arrête la livraison des programmes, on distribue tout l'argent puis on arrête de soutenir la communauté. Alors ça, c'était impensable pour nous. Et même de l'autre côté, du point de vue des dons philanthropiques, on n'a pas arrêté notre action auprès des mécènes. On a poursuivi notre action de façon très active pour justement que la cause de la situation provoquée par la COVID soit une motivation d'accroître les dons dans notre communauté. Et donc, on a beaucoup, on a accentué les deux niveaux. Alors, on a non seulement passé un fonctionnement numérique pour la totalité de nos opérations, on a maintenu nos opérations et on a augmenté par les deux fonds le niveau d'activité, d'engagement dans la communauté. Donc, pour le premier fonds, le fonds collectif de la Fondation, là, on a été actif auprès des mécènes pour susciter des dons parce que c'est sur les dons qu'on comptait donc pour créer le fonds. Et donc, on était assez actifs à ce niveau-là aussi. Donc, pour sensibiliser les mécènes sur les impacts, et c'était important maintenant de faire un don pour maintenir une structure de filet social pour notre communauté parce qu'il y a le danger, l'enjeu, à un certain moment donné, c'est la crainte que plusieurs organismes ferment. Il faut se penser, là, au début de la COVID, tout est fermé. Alors, les gens démunis, faut leur assurer une fourniture de paniers de provisions. Mais là, tous les comptoirs alimentaires locaux sont pris avec des enjeux de la COVID aussi. Alors, les bénévoles, avec la crainte que ce virus-là aussi puisse les atteindre. Alors, pour nous, il nous fallait apporter un soutien, et ça a été dans certains cas de financer des équipements pour avoir une sécurité sanitaire à l'intérieur de ces locaux-là. Ça a été une adaptation, donc, des besoins qu'a provoqué la COVID-19, des besoins de base. Alors, quand on a vu dans les médias que les hôpitaux avaient besoin des masques, avaient besoin des ventilateurs, mais au niveau des organismes donnant des services à la communauté,
on avait besoin d'équipements de protection aussi, puis d'installation dans les... Donc, on a financé l'aménagement des locaux pour qu'ils soient plus sécuritaires d'un point de vue santé aussi. Alors, ça a été comme toute une première phase pour assurer le maintien des organismes qui assurent les services essentiels, le filet social communautaire à la communauté. Parce qu'on n'a pas d'entreprise d'État qui assure, qui alimente, qui assure que les gens qui ont faim vont avoir à manger. C'est le filet social communautaire et c'est la même chose pour la santé mentale des gens. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas dans les institutions, sont dans la communauté. Et là, les services, là aussi, il a fallu les adapter pour assurer ces besoins-là. Même chose pour l'itinérance. Les refuges ont dû adapter leur aménagement, avoir des équipements de base, etc. Alors, la Croix-Rouge a joué un rôle important, les fonds développés par Centraide aussi. Alors, ça a été une grande adaptation par rapport aux besoins qu'on avait normalement. Là, on était ce que j'appelle dans l'essentiel, dans presque la survie de base, la pyramide de Maslow, là. On est tous, la philanthropie est redescendue au premier niveau. Manger, se protéger, dormir, avoir un toit sécuritaire, là, on est tous redescendus au premier niveau des besoins de base dans la communauté. Alors ça, je pense que la philanthropie a joué un rôle très important pour préserver le filet social. Et je pense que beaucoup de fondations ont fait des efforts au-delà de ce qui était prévu pour soutenir les organismes de la communauté. Alors ça, je pense que c'est un grand volet au point de départ. Maintenant, ce qu'on voit, ce que j'expliquais, oui, il y a toujours des besoins essentiels, mais là, on est vraiment besoins essentiels de nourriture, mais aussi de restructuration, de virage numérique plus accentué, plus organisé. Alors, on est là vraiment à l'écoute des besoins et on essaie là vraiment d'y répondre le plus ouvertement possible. Et pour nous, quand j'expliquais là, rapidement, évidemment, au niveau de tous nos processus, ça a demandé un allègement des processus d'analyse et des processus de reddition de comptes, évidemment, tout en gardant la responsabilité de pouvoir quand même faire la reddition de comptes. Alors, normalement, quand on fait, nous, un appel de projet, il y a une date qu'on fixe, on reçoit 300 projets, ça prend quelques mois pour évaluer tous les projets et après trois mois, disons, on peut donner les résultats. Alors là, on a vraiment fait des projets sous le mode de roulement. C'est-à-dire qu'à chaque semaine, on reçoit un certain nombre de projets, 50, 60. À chaque semaine, on évalue ce nombre de projets-là. À chaque semaine, on donne les résultats. On les publie sur notre site, les projets qui ont été sélectionnés. Et tout se fait dans un mode numérique complètement. Le comité d'évaluation se fait dans un mode numérique. Les fichiers sont en mode numérique. Les projets d'abord sont déposés dans un formulaire numérique. Toute l'évaluation est faite en mode numérique. Les transferts d'argent se font par virement bancaire. Alors, tout se fait extrêmement rapidement, de sorte qu'après, dans un délai de 10 jours, entre la soumission d'un projet, l'organisme peut avoir reçu déjà sa subvention s'il a été sélectionné. Alors, c'est un mode accéléré, mais je dirais responsable de la gestion des projets qu'on a dû développer. Et je peux vous dire, là, c'est extrêmement exigeant pour nous. Nos employés ont donné et donnent bien largement le temps normalement requis
il y a vraiment tous les gens sont dédiés, là, sont conscients de la situation et dédiés à donner le service à la communauté. Alors, il y a une mobilisation interne que cette crise-là a suscité, mais on est très conscient qu'il va falloir du repos aussi à tous les troupes à un moment donné. Je pense on a pris conscience, c'est pas une étude universitaire sur les besoins de la communauté, mais ce qu'on a sous les yeux, c'est comme un portrait d'une situation. Je pense qui nous donne l'opportunité de mieux connaître les enjeux, les acteurs dynamiques du milieu. Donc, je vous dirais oui, j'ai parlé tantôt là, de l'allègement. Je pense que ça, c'est un acquis. L'allègement numérique là, est là pour rester. Le virage numérique est là pour rester. Ça, c'est clair et net. Autant au niveau du dépôt de projets en ligne, de l'évaluation et de toute la reddition de comptes. Pour nous, ça, je pense que l'efficacité est démontrée. Deux, ce que je disais, le portrait, pour nous, il est clair qu'on a pu identifier des faiblesses sur lesquelles on va vouloir agir au cours des prochains mois de façon plus importante. Et un dynamisme aussi d'organismes qu'on a pu identifier. Il y a vraiment là des initiatives très structurantes, des leaderships qui ont été pris par des gens qui n'avaient pas nécessairement ce statut-là auparavant, mais qui ont démontré leur capacité là, de mieux comprendre les besoins puis d'avoir des initiatives qui sont d'excellentes réponses à la situation actuelle. Alors, pour nous, à la fois en termes de processus, à la fois en termes de portrait du milieu, des enjeux, je pense qu'on va poursuivre le travail qu'on a enclenché ces derniers mois. Moi, j'espère vraiment qu'on va considérer le rôle qu'a eu l'ensemble de la communauté dans ce qui s'est passé. C'est pas l'État qui a tout fait. C'est pas les entreprises qui ont tout fait. Oui, l'État a joué un rôle important. Oui, les entreprises ont contribué, le secteur privé, mais tout le secteur de la société civile, de la communauté, a vraiment, je dirais, contribué à maintenir et à développer cette sécurité sociale, ce filet social. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on considère maintenant cette entité-là comme partie prenante aussi pour la discussion des orientations, des plans de relance dans la communauté. Nous, là, vraiment, c'est un peu notre drapeau, là, comme Community Foundation. C'est que pour nous, il y a un enjeu important, c'est l'engagement de la communauté dans le développement de la société. Et je pense que la COVID a illustré plus que jamais à quel point cet engagement-là est important pour la vie de notre société. Alors, j'espère qu'on va lui faire une place importante quand on va parler de relance, d'orientation à tous les niveaux. Alors, pour nous, là, ça, c'est un élément stratégique. Et dans la communauté, évidemment, j'inclus tout le secteur philanthropique qui fait partie de la communauté dans son ensemble. Au niveau des dons, nous, ce qu'on a pu assister, c'est, je pense qu'il y a eu des efforts, si je parle des fondations, là, de bon nombre de fondations, d'efforts supplémentaires. Il y a eu une conscience rapide au point de départ qu'il fallait agir de façon rapide et de façon, je dirais, dans plusieurs cas, en partenariat. Il s'est créé des collectifs, des partenariats
Tu sais, quand j'ai vu la Fondation Chagnon qui a soutenu particulièrement Centraide, ben, Chagnon a ajouté à son intervention, en particulier la Fondation Lucien-André Chagnon, mais bien d'autres aussi, là, ce que je connais de la réalité, surtout à Montréal, là, je parle d'une vingtaine, trentaine de fondations majeures qui ont vraiment, sont vraiment engagées dans le COVID. Donc, des donateurs ont fait des efforts particuliers dans le cadre de la COVID. Dans le cas pour notre fonds, on a des gens qui ont vraiment des mécènes qui ont accepté de donner, de faire des dons parce qu'ils étaient sensibilisés à l'urgence des besoins de la communauté. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour les 6 prochains mois? Est-ce que ça veut dire que les dons, en général, la philanthropie, risque de passer une période plus difficile? C'est fort possible. Que la période à venir soit difficile parce que la COVID a vraiment été un moment où il y a plus de dons et probablement des dons qui auraient dû aller à d'autres causes qui se sont concentrés sur cette... alors, c'est fort possible qu'on connaisse une baisse de dons. Je dirais pas globalement, ce serait peut-être pas une baisse de dons, mais qu'il y ait eu une concentration des dons usuels sur un facteur, sur un moment, sur une période donnée. Maintenant, est-ce que l'économie va avoir un impact sur la capacité des entreprises? Ça, c'est un point d'interrogation. On verra avec l'économie comme elle va apparaître, mais on peut pas ne pas dire que ça n'aura pas d'impact. Maintenant, il y a des gens qui ont des fortunes qui sont pas tellement engagés dans la philanthropie. Et je pense que c'est peut-être un moment particulier pour engager ces grandes fortunes-là au Québec dans un élan philanthropique parce qu'on a vraiment besoin pour maintenir la vie de notre communauté d'un effort particulier. Et je dirais, moi, des gens qui ont des grandes fortunes qui se sont pas encore vraiment engagés. C'est vraiment le moment de le faire actuellement pour soutenir là, la transition que notre communauté est en train de faire vers sa restructuration des services plus efficaces, etc., etc. Je pense que la philanthropie a besoin de faire un bilan de tout ce qui vient de se passer, parce que c'est un bilan qui va être très riche et très révélateur des forces et des faiblesses et des tensions qui existent dans la philanthropie, dans le secteur de la philanthropie. Un secteur qui a réussi à faire des partenariats entre des fondations qui n'en faisaient pas auparavant. Donc, l'urgence de la situation a forcé un peu ces alliances-là. Il y a des nouveaux territoires d'intervention qui sont apparus, plus globaux, plus importants. Je pense que ça va être important qu'on se donne des lieux de réflexion. La philanthropie actuellement a annulé tous ces lieux de réflexion. Et je pense que là, on s'est pas adapté. On a annulé les lieux de réflexion, on les a pas remplacés, on n'a pas fait le virage numérique de la réflexion en philanthropie. Alors là, il y a quelque chose à réfléchir. Oui, on attend la possibilité de rassembler tout le monde, mais là, le moment où tout ça va être possible, c'est un grand point d'interrogation. S'il y a une deuxième vague à l'automne, comment on va gérer la possibilité d'avoir des... Alors, est-ce qu'on va attendre un an et demi, 2 ans avant qu'on se donne des lieux de réflexion? Alors, pour moi, là, il y a comme une grosse question parce qu'il nous faut des lieux comme ceux-là pour penser notre action. Alors, globalement aussi,
Alors moi, c'était un point d'interrogation. J'avoue que j'ai pas la réponse à cette question-là, mais en même temps, ces lieux-là nous manquent d'entendre des gens qui ont des réflexions. Et moi, je vois la Chambre de commerce qui poursuit à Montréal ses conférences à chaque semaine sur différents volets de l'économie, ce qui va pas, fait témoigner des gens. Alors, en philanthropie, je pense qu'on pourrait partager nos réflexions d'une façon simple, comme ça, d'avoir une espèce de tribune numérique où il y a une personne qui est invitée à partager les réflexions et ça nous permettrait de construire quelque chose lorsque viendra le temps d'avoir un espace plus libre de discussion. Alors, pour moi, il y a comme un enjeu là, de comment cette réflexion-là va se faire dans le contexte actuel de tout le secteur de la philanthropie. Alors, je pense qu'on a, aménagé physiquement, les services essentiels. Là, deux, il y a en tout cas un début important de virage numérique qui a été fait. Donc, fermer les locaux, briser la communication, on ne verra plus. Je pense qu'on a ça résolu. On est en train de résoudre deux facteurs qui ont handicapé beaucoup l'action des organismes au cours de la COVID. Maintenant, comment mieux organiser le système dans son ensemble? Je parle de sécurité alimentaire, l'itinérance, le soin, la santé mentale, la situation dans les CHSLD. Là, il y a vraiment un autre niveau d'intervention et je pense que là, on commence à identifier ces niveaux d'intervention-là. On commence. Pour certains, c'est amorcé, pour d'autres, c'est à l'état de réflexion. Mais je pense qu'il va nous falloir cet élément-là pour être mieux en mesure d'être résilient. Moi, c'est le mot résilience je pense, qui est devenu le mot clé dans toute cette épreuve. Faut apprendre, chaque organisation doit apprendre son chemin vers une résilience plus grande en tenant compte de périodes de crise qui pourront de temps à autre nous frapper. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir maintenant, que ce qui vient d'arriver n'est peut-être pas si exceptionnel que ça. Ça va se reproduire périodiquement. Il faut donc avoir cette résilience-là pour poursuivre la livraison des services essentiels à la communauté, mais aussi pour assurer un fonctionnement de base à l'ensemble de nos institutions et des organismes. Je pense que la question de la communication, du maintien de la communication est fondamentale. Et c'est ça avec quoi on a eu des problèmes. C'est qu'il y a eu des pertes de communication. Tout d'un coup, il n'y avait plus de communiqué, il n'y avait pas de bulletin de l'organisme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fonctionne? Il y a eu une espèce de désarroi. Ça m'apparaît un élément stratégique, le maintien de la communication et de l'information de la situation de chaque organisme et de la communication entre l'État aussi et les institutions dans la communauté. Parce que c'est un écosystème. C'est ça la prise de conscience. De toute façon, la résilience, c'est le bon fonctionnement d'un écosystème. C'est pas le bon fonctionnement d'un organisme. Donc, c'est les universités, ça concerne les universités, ça concerne les institutions de la santé, ça concerne les organismes communautaires, ça concerne les services de sécurité, de police, cette communication-là et cette interaction-là doit être présente et constante et on doit l'entretenir. Pas juste quand ça va mal qu'on doit avoir cette vision communautaire, le partage là, des enjeux dans la communauté. La sécurité alimentaire, ça ne concerne pas que les 4 comptoirs alimentaires du Québec.
qu'on vient de prendre conscience, là, c'est que ça concerne tout un écosystème qui va de la ferme dans la Montérégie qui produit, qui a à livrer des aliments dans le quartier, qui n'a pas plus de camions réfrigérés pour euh, assurer une livraison d'aliments sains. C'est tout un écosystème. Alors, il s'est passé, là, les gens ont pris conscience qu'il y avait des cuisines qui n'étaient pas bien utilisées, qu'il y avait des camions réfrigérés qui existaient, mais qui n'étaient pas utilisés à leur pleine capacité. Il y a même un équipement qui devait être mutualisé. On ne parle même pas de nouveaux équipements, mais d'équipements et même chose pour l'achat. Les gens sont aperçus que c'était beaucoup plus intéressant d'acheter en groupe, de mutualiser les achats. Alors, le mot mutualisation implique un écosystème de collaboration. Et je pense que ça va être essentiel de le maintenir, mais on sait tous que c'est la chose la plus difficile quand on ne voit pas l'enjeu de dire il faut maintenir ce système-là en place. C'est absolument essentiel. Moi, j'ai le mot solidarité puis empathie. Je pense que il y a eu dans cette crise-là, je pense, un moment unique d'unité de la population, de toutes les couches de la population autour des plus démunis. On a vu tout le courant absolument de solidarité pour les aînés, la situation des aînés. Je pense qu'on a rarement vu ça. C'est tragique, là, évidemment, là, la situation, mais même chose auprès des gens dans la communauté qui étaient les plus vulnérables. Tout le monde a il y a eu un taux d'engagement par le bénévolat comme on n'a jamais vu. Il y a un taux avec risque important des gens qui ont voulu devenir bénévoles dans les endroits à risque de COVID, d'attraper le COVID. Alors, moi, je pense que c'était assez impressionnant, cette empathie, cette solidarité, malgré les risques, et je parle des gens ouvriers, médecins, universitaires, toutes les couches de la société. On a vu des gens qui voulaient s'engager pour aider leurs proches. Alors, je pense que le sens d'entraide, le sens de base de la philanthropie, il s'est partagé très fortement. Je ne parle pas uniquement là, de sous, de dons d'argent, mais il y a eu un don de temps, puis un don à risque. Alors moi, je pense que je garde profondément ce sentiment-là en moi de grande. Je suis content de ce qui s'est passé, la réaction. On ne s'est pas tiré à boulet rouge pour blâmer l'un l'autre. Oui, il y a des choses à dire sur la gestion des choses, mais tout le monde, je pense, a préservé cette solidarité, cette empathie qui fait une société, qui fait une communauté. On a créé une communauté encore plus forte, je pense, chez nous. Les gens ont vécu des drames. Je pense qu'on a partagé les drames dans la communauté, quelque chose d'assez tragique dans plusieurs cas. Et il y a eu un appui, un soutien. Je pense que ça n'a pas été... il y a des choses qui ont été difficiles parce qu'on ne pouvait pas agir, mais dans le sens où les barrières sanitaires nous empêchaient d'agir, mais c'était pas faute de vouloir agir. Donc, il y a eu un drame, un incident majeur, mais il y a eu un appui et un soutien de l'État, de la communauté dans son ensemble. Donc, moi, je retiens le problème, puis je retiens la réponse aussi qui a été active et dynamique. Alors ça, je pense que c'est comme je l'ai dit, là, oui, on a été éprouvés, mais je pense qu'on peut en ressortir renforcé.
Et si on tire bien les leçons, y compris pour la philanthropie, et je pense que la philanthropie je pense qu'il y avait il y a un courant, et là, on est revenu, comme je disais tantôt, à la pyramide de Maslow. Est-ce qu'on était trop auparavant dans des processus? Est-ce qu'on était trop auparavant dans chercher à structurer des milieux et que la philanthropie s'était peut-être un peu éloignée dans certains cas des besoins immédiats essentiels qui sont présents, qui sont toujours là. Alors moi, c'est peut-être la question est-ce qu'il y a eu une évolution de la philanthropie, un retour vers des besoins de base immédiats qu'il faut mieux structurer, qu'il faut mieux organiser, ce qui n'empêche pas toute la réflexion intellectuelle de tout ça. Alors moi, je dirais, c'est là c'est une question là où je pense que comme nous, on a allégé notre bureaucratie. Est-ce que ça va avoir un impact d'avoir allégé des processus qui étaient devenus trop technocratiques, où le mot innovation était vu comme le mot lui-même, sans trop voir ou demander des résultats ou dans la communauté sur des impacts plus directs. Alors, une question peut-être globale, mais qui pour moi est assez présente.